Dans l'actualité, ce jeudi, il a rencontré aujourd'hui la maire de Paris présente à Abidjan. Le président Alassane Ouattara a échangé avec Anne Hidalgo, notamment sur cette rencontre organisée ici par la ville de Paris. Et à l'occasion de cette rencontre de lutte contre le VIH-Sida, les maires francophones mettent les bouchées doubles. Ils sont réunis ici à Abidjan pour le séminaire sur les stratégies municipales de lutte contre la pandémie. La Fondation Children of Africa a reçu du consul honoraire de Côte d'Ivoire en bannière Munich en Allemagne 15 000 paires de lunettes. La prochaine campagne ophtalmologique s'annonce d'ores et déjà fructueuse. Jean avarié du Brésil, tout comme de nombreux pays dans le monde, la Côte d'Ivoire prend des dispositions et renforce ses mesures sécuritaires. Le ministre du Commerce annonce la mise en consigne des conteneurs en provenance du Brésil. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 ce jeudi 23 mars. La maire de Paris a été reçue aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Anne Hidalgo est dans la capitale économique ivoirienne dans le cadre du séminaire stratégique municipal de lutte contre le VIH-Sida. Il est organisé ici à Abidjan par la ville de Paris. Viviane Aïma. Initiatrice du séminaire sur les stratégies municipales de lutte contre le VIH-Sida destiné aux villes africaines francophones qui s'est ouvert ce jeudi 23 mars ici à Abidjan, la ville de Paris et sa maire Anne Hidalgo, qui a été reçue ce jeudi par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La maire de Paris n'a pas caché son admiration pour le président de la République Alassane Ouattara. Elle a félicité son ouverture et son volontarisme et a salué son engagement à réduire la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Un grand président, un grand ami de la France qui porte avec beaucoup de volontarisme et aussi d'humanité les grands défis qui sont ceux, pas simplement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique et plus largement de toutes celles et ceux qui sont attachés à la démocratie, attachés à faire grandir aussi le bien commun, le bien-être de nos concitoyens. Donc c'est un grand honneur que d'avoir pu le rencontrer. Bien sûr, comme nous avons ce matin avec Madame la ministre de la Santé ouvert la conférence relative à la question du sida, à l'engagement des villes sur la lutte contre le VIH. Donc nous avons évoqué ce point sur lequel il y a un engagement aussi extrêmement fort du président de la Côte d'Ivoire, mais aussi de Madame la Première Dame qui est très engagée sur ces questions. Anne Hidalgo a indiqué avoir abordé avec le président Alassane Ouattara des sujets se rapportant aussi bien à l'actualité immédiate qu'à la politique au plan social et du développement. Entretien qu'elle a qualifié d'enrichissant. Les maires francophones se sont tous engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. Depuis la rencontre de ce matin, ils entendent élaborer des stratégies afin de lutter beaucoup plus efficacement contre la pandémie. Herman Yamia. Plus d'1 400 000 personnes dépistées positives au VIH ne sont pas sous traitement en Afrique de l'Ouest et du Centre, ce qui constitue un danger pour les personnes non porteuses du virus. Pourtant, l'on peut réduire de 96% le risque de transmission si les concernés sont sous traitement. Ces propos sont du directeur exécutif de ONU-SIDA à l'ouverture du séminaire international sur les stratégies municipales de lutte contre le VIH-Sida. On donnait 18 comprimés aux malades il y a quelques années. Aujourd'hui, on donne 1 comprimé par jour. Bientôt, on ne donnera qu'une seule injection tous les 6 mois. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre la maladie. C'est un combat pour le développement. C'est un combat pour faire en sorte que les laissés pour compte aient accès aux services. En initiant ce séminaire international, les maires francophones veulent élaborer la meilleure stratégie pour freiner ce mal. Le mécanisme 90-90-90, c'est-à-dire donner la chance à tous ceux qui sont malades du sida
d'être identifiés comme tels, d'avoir les traitements et d'avoir une insertion sociale des plus solides. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, par ailleurs présidente de l'association des maires francophones, veut engager toutes les municipalités dans ce combat commun. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et qui doivent absolument entraîner une vraie alliance, une vraie coalition de toute notre société. L'État ivoirien est déjà engagé dans cette lutte contre le VIH-Sida. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le budget alloué à cette lutte connaît chaque année une hausse. En 2016, le gouvernement mettait à disposition 4,2 milliards de francs CFA. En 2017, la ligne qui est affectée à l'achat des médicaments et intrants est passée à 21 milliards de francs CFA. Plusieurs maires des communes d'Afrique francophone, notamment de Cotonou, de Bamako et de Ouagadougou, ont effectué le déplacement pour cette rencontre internationale. La maire de Paris a été faite citoyenne du district d'Abidjan. Elle en a reçu les clés. Elle a également été faite fille du peuple Achan. Anne Hidalgo intègre ainsi la génération d'Ugbo Agban. Très honorée par toutes ces marques de sympathie, elle a promis revenir très bientôt à Abidjan. Dans le domaine de l'humanitaire, la prochaine campagne de la Fondation Children of Africa s'annonce sous de bons auspices. Le consul honoraire de Côte d'Ivoire en bannière Munich a offert 15 000 paires de lunettes à la fondation de la première dame Dominique Ouattara. Abiba Dambélé. 15 000 paires de lunettes de vue pour la Fondation Children of Africa. Pour ce geste de haute portée humanitaire, des ministres, diplomates, universitaires et opérateurs économiques se sont retrouvés dans la salle de conférence de l'hôtel Stangenberger de Stuttgart. Au nom de la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire près la République fédérale d'Allemagne, l'ambassadeur Léon Kakou Adom a rendu un vibrant hommage à la première dame de Côte d'Ivoire pour son engagement pour la dignité et le bien-être des personnes démunies. En réponse, Mme Dominique Ouattara a exprimé sa gratitude aux donateurs pour ce geste qui contribuera au bien-être des populations. Je voudrais saluer ici l'heureuse initiative de M. l'ambassadeur Léon Kakou Adom et du consul honoraire Dr Christopher Hahn et remercier les généreux donateurs pour cet important don de lunettes. En effet, en offrant ces 15 000 paires de lunettes pharmaceutiques à la Fondation, vous contribuez à soulager des milliers de personnes défavorisées, particulièrement les femmes et les enfants, qui en bénéficieront gratuitement lors du passage de la prochaine caravane ophtalmologique de Children of Africa, programmée pour le mois d'avril 2017. Elles pourront également être distribuées aux différentes structures humanitaires avec lesquelles nous travaillons. Elle a profité de cette tribune pour présenter les différents domaines d'intervention de sa fondation. La présidente de la fondation Children of Africa a surtout insisté sur l'ouverture très prochaine de l'hôpital mère-enfant de Bingerville et sa disponibilité à accueillir dans le cadre d'un partenariat des professionnels de la santé d'origine allemande. Signalons que la République fédérale d'Allemagne était représentée à cette cérémonie par le ministre des Affaires sociales et de l'intégration de l'État de Baden-Württemberg, Manfred Lucas, et du directeur général du ministère de l'économie de l'État de Bavière. L'exécutif ivoirien se prépare activement dans la perspective du prochain sommet Afrique-UE qui se tient à Abidjan en novembre prochain. Ce jeudi après-midi, une dizaine de membres du gouvernement se sont réunis autour du vice-président Daniel Cablon-Duncan et du Premier ministre afin d'évaluer les préparatifs. Rappelons que le prochain sommet Afrique-Union européenne se tiendra les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan. La journée mondiale de l'eau a été célébrée hier 22 mars. Le gouvernement ivoirien plaide pour une meilleure gestion des eaux usées. Les acteurs du secteur de l'eau invitent les populations à faire des eaux usées une source de richesse et non une menace. Michel Digré. Pas moins de 80% des eaux usées provenant des lieux d'habitation, des villes, de l'industrie et de l'agriculture sont malheureusement rejetés dans la nature, polluant ainsi notre environnement et appauvrissant nos sols. Le constat est amer. La menace des eaux usées est de plus en plus présente. À la faveur de la Journée mondiale de l'eau,
Le gouvernement ivoirien lance un appel à une meilleure gestion des eaux usées. Le ministre de l'Assainissement donne des pistes de solutions. Premièrement, l'existence d'un cadre de collaboration avec les communes que nous allons renforcer dans les mois prochains, afin de les permettre de jouer le rôle en matière d'assainissement et de drainage. Deuxième élément, l'existence d'un cadre sectoriel eau, hygiène, assainissement qui a été mis en place en 2016. C'est une plateforme de concertation qui permettra à tous les acteurs, les partenaires de développement, le gouvernement et les communes, de coordonner les actions et de juguler les efforts pour atteindre l'objectif visé. Les élus locaux souscrivent à l'idée. En tant que gestionnaire de cité, nous voulons d'abord faire la sensibilisation. Que tous les ouvrages et les équipements qui ont été mis en œuvre par le gouvernement pour l'assainissement ne doivent pas être encombrés par des déchets. Les acteurs du secteur de l'eau entendent également jouer leur partition. Faire en sorte que les eaux usées soient traitées dans un premier temps et d'être rejetées dans le milieu naturel sans polluer le milieu naturel, eh bien, nous contribuons par notre activité, si vous voulez, à éviter que ces eaux usées ne constituent un danger, n'est-ce pas, pour les populations. Du côté de l'ONAD, l'on s'attelle à faire des eaux usées une source de richesse, comme l'indique le thème de cette journée mondiale de l'eau. Nous avons lancé ce qu'on appelle la professionnalisation de l'activité du métier de vidangeur. Nous avons réhabilité 3 postes de dépotage de ces bouts de vidange. Ces bouts de vidange sont naturellement collectés par l'opérateur et largués sur des lits de séchage. Et à la fin, on a des composts, des fertilisants agricoles. On peut aller plus loin pour en faire du biogaz, etc. L'ONU et ses États membres consacrent cette journée du 22 mars à la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies, notamment celles relatives à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable. L'affaire a fait grand bruit au Brésil. Plusieurs pays ont pris des mesures. La Côte d'Ivoire fait le nécessaire pour éviter que la viande avariée brésilienne franchisse nos frontières. Le ministère du Commerce a pris des mesures, notamment la mise en consigne des conteneurs en provenance du Brésil. Franck Quadio nous propose la déclaration du ministère. De la viande avariée et impropre à la consommation en provenance du Brésil vendue dans le monde par un réseau d'exportation récemment démantelé, l'information est confirmée par les autorités ivoiriennes. À l'issue des enquêtes menées par la police brésilienne, 21 entrepôts frigorifiques ont été identifiés. L'enquête a relevé que ce réseau de trafiquants a eu recours à l'utilisation d'acide sorbique. Cet acide également masque les odeurs et les caractéristiques de viande avariée en vue de son exportation dans le reste du monde. La Côte d'Ivoire importe de la viande d'origine brésilienne, même si le taux reste minime sur le volume global de nos importations. Au nombre des dispositions commerciales, les importations de viande sont désormais soumises à la production d'un certificat de qualité, un dispositif relatif aux nouvelles mesures conservatoires pour l'importation de la viande signé le 22 mars 2017, mais aussi des actions sur le terrain au nombre desquelles les importations de viande sont désormais soumises à la production d'un certificat de qualité délivré par un organisme international reconnu avant embarquement de la viande, le contrôle systématique à toutes nos frontières de tous les conteneurs contenant de la viande en provenance du reste du monde. La mise en consigne des conteneurs en provenance du Brésil. Le ministère du Commerce et celui des Ressources animales et halieutiques engagés pour garantir une meilleure sécurité sanitaire aux populations. Il y a 10 jours, le Salon international du tourisme de Berlin refermait ses portes. La destination Côte d'Ivoire a suscité pas mal d'intérêt. Un bon point pour le Salon international du tourisme d'Abidjan qui ouvre demain vendredi. Delphine Blas.
Vente de beurre de karité, de tenues traditionnelles, bref, à la foire de Berlin, également on discute, on échange, on essaie de convaincre les indécis. Tout ça dans un environnement où les affiches parlent d'elles-mêmes. L'objectif est de conquérir le marché allemand et le tour est joué. Les opérateurs ivoiriens retournent à Abidjan avec beaucoup d'opportunités dans leur bagage. Pour cette saison 2017, en tout cas, je peux dire que c'était très bien. J'ai quand même pu récolter assez de choses. J'ai déjà au moins dans ma poche 2 à 3 tours opérateurs de façon très concrète et qui sont prêts à vendre la destination Côte d'Ivoire. ITB Berlin a fermé ses portes il y a 10 jours. Place ici au CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. L'événement est lancé ce vendredi avant l'ouverture officielle en avril. Côte d'Ivoire Tourisme compte donc gagner le pari de l'organisation du CITA, prévu du 28 avril au 1er mai à Abidjan. Négociations, trêve sociale, dialogue gouvernement et syndicats. Un comité de négociation vient d'être mis sur pied sur proposition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En première ligne, trouver un consensus entre le gouvernement ivoirien et les syndicats. Grace Kando. Le comité de négociation de la trêve sociale dans le secteur public est connu. Il est composé des membres du gouvernement, du Conseil national du dialogue social, des représentants de la plateforme, l'intersyndicale et des centrales syndicales. Les travaux de lancement du dit comité ont eu lieu ce mercredi. À l'ordre du jour, plusieurs points entre autres, le cadrage et les modalités de la négociation et l'adoption d'un chronogramme de travail. La séance d'aujourd'hui avait pour objet principalement de dérouler le chronogramme de travail pour la négociation maintenant de cette trêve sociale. Nous sommes tous tombés d'accord qu'il faut aller vite parce que les choses doivent pouvoir trouver des solutions. Les organisations syndicales souhaitent que des solutions soient trouvées sur les différents points de désaccord. Le stock des arriérés, la question des libertés syndicales et des impôts sur le salaire. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et alors nous allons égrener nos propositions. Quand on est une organisation syndicale, c'est pour que les préoccupations que nos mandats nous donnent soient discutées avec les chefs d'entreprise, qu'ils soient du service public ou privé. Et c'est pourquoi le fait qu'on nous associe pour que nous puissions discuter de nos préoccupations, nous saluons déjà cela. Les travaux du comité de négociation de la trêve sociale seront remis au Premier ministre le 14 avril prochain. Dans le monde du football, on le sait, depuis ce mardi 21 mars, les éléphants de Côte d'Ivoire ont un nouvel entraîneur. L'ancien sélectionneur de la Belgique, Marc Wilmot, a été choisi par la Fédération ivoirienne de football. Il succède à Michel Dussuyer qui a démissionné après l'élimination des éléphants au premier tour de la CAN 2017. Il est à Abidjan. Il a déjà donné une conférence de presse dès son arrivée sur le sol ivoirien. Et ce soir, Marc Wilmot est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Wilmot. Bonsoir. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors c'est officiel, depuis 72 heures maintenant, vous êtes le sélectionneur des éléphants et votre mission consiste à qualifier cette équipe pour la CAN. Est-ce que vous êtes suffisamment imprégné du football africain, monsieur Wilmot? Ce sera d'abord la Coupe du Monde. Avant la CAN, il y aura une qualification contre la Guinée. Et puis c'est surtout la Coupe du Monde, où là il nous reste 4 matchs très importants, septembre, octobre, novembre. Ça c'est le premier objectif. Donc c'est l'objectif qui intéresse tous les joueurs et surtout tout le pays. Parce que pouvoir représenter son pays à la grande fête du football, je crois que ça doit être l'objectif d'abord prioritaire pour l'instant. Alors la sélection n'a pas passé le premier tour lors de la dernière Coupe d'Afrique, comme vous le savez déjà. Alors est-ce qu'elle était championne en titre, Quelle est votre recette pour redynamiser cette équipe ivoirienne? La recette, disons, c'est d'abord faire un gros travail d'évaluation, de voir les joueurs qui sont disponibles. Il y a une génération qui a été, on pouvait appeler un petit peu le Brésil de l'Afrique. La génération dorée, comme on appelle ça, avec Drogba, Touré, qui a fait rêver beaucoup de monde, aussi bien les Européens. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis là aussi, parce que la Côte d'Ivoire, quand je la regardais, ça avait beaucoup de passion et beaucoup d'envie que ce peuple réussisse. Donc, à partir de là, maintenant, il faut voir le potentiel jeunesse, faire le bon mélange entre les anciens joueurs, l'expérience, et la jeunesse qui monte. En étant entraîneur avec les Belgiques, j'ai lancé quand même énormément de joueurs. Il faut leur donner la chance, il faut croire en eux. Il faut que le public les soutienne. Voilà, on est dans un trou, on est 50e mondial. Voilà la réalité pour l'instant. Par contre, il y a une grosse envie de ma part
de la part des joueurs, je l'espère, dans 3 mois, de montrer que la Côte d'Ivoire se relève quand on a un coup dur. Alors, vous parlez de donner leur chance aux jeunes, mais vous envisagez des discussions avec des anciens de l'équipe tels que Yaya Touré, Bonaventure Kalou et autres. Pourquoi cela? Parce que j'ai dit qu'il fallait un mélange d'expérience et de jeunesse. Donc, quand vous n'avez pas cette expérience et vraiment des guides pour avoir les jeunes, il faut avoir un bon mix pour que les anciens prennent leurs responsabilités. Il y a une forte pression à la Côte d'Ivoire. Donc que les jeunes n'aient pas toute cette pression parce qu'ils n'ont pas encore appris le bagage nécessaire pour faire ça. Mais pour ça, je dois aller parler avec beaucoup de personnes, voir beaucoup de gens pour voir s'ils sont toujours concernés, s'ils ont toujours l'envie de vouloir jouer pour le pays. Parce que pour moi, le pays, c'est du patriotisme, c'est aller jusqu'au bout de soi-même, mais en équipe. En équipe, absolument. Pas avec des individualités, parce que ça, on n'y arrive pas. D'accord. Dernière question. Le public ivoirien, le public sportif ivoirien est très, très exigeant. Est-ce que vous pensez pouvoir le réconcilier avec cette équipe ivoirienne? Je n'aime pas donner des promesses que je ne sais pas tenir, parce que je ne suis pas tout seul. On va avoir besoin de tout le monde, de la fédération. Quand j'ai vu le professionnalisme, en tout cas, de la fédération, de son président et vice-président, de la manière dont les négociations ont été menées, je trouvais ça remarquable. Donc si je peux mettre un encadrement professionnel avec des gens de qualité à chaque poste et qui n'ont qu'un seul objectif, c'est la ligne du coach et la ligne de l'équipe, à ce moment-là, on pourra réaliser des grandes choses. Et le soutien du public et de la presse, c'est le seul moyen pour revenir. Mais en tout cas, moi, je n'aurais pas fait 7000 km pour venir pour rien. Voilà, j'ai beaucoup d'envie pour cette sélection, j'ai beaucoup de respect pour cette sélection. Et je pense qu'avec l'envie, on peut déjà faire énormément de choses. Et la qualité africaine, qui est toujours avec un geste technique. Maintenant, il faut apprendre la discipline en plus. Et si on a ça, je pense qu'on a un bon mélange pour réaliser des bonnes choses. Beaucoup d'envie, on sent la passion. Merci à vous, Marc Wilmotte, nouvel entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Avec plaisir. Merci. Direction Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, 2 ans après la construction du pont tant souhaité par les populations et aussi par les usagers de cette voie. Quel impact ce pont a-t-il sur la vie de Jacquesville, sur les voyageurs qui l'empruntent au quotidien? Le pont de Jacquesville, 2 ans après, Alexis Ouedraogo. Il est 4 heures sur le pont de Jacquesville. À l'entrée, Ndjem, petite ambiance. Les femmes, vendeuses de poissons, d'attiéké ou encore de confiseries appelées toffee au lait de coco made in Jacquesville, surveillent leurs colis qui prennent la route d'Abidjan. Victorine rigole avec une copine. Depuis la mise en service du pont de Jacquesville, la dame profite un peu plus de ses nuits. Quand il y avait le bac là, c'est un peu fatigant. Mais quand il y a le pont maintenant, ça facilite la tâche. On se réveille à 3 heures du matin, 4 heures. Quand tu ne fais pas vite aussi, le bac te lève, tu es fatigué. Maintenant, quand il y a le pont, maintenant, tu peux partir à l'heure que tu veux. À 5 heures maintenant, on se réveille. Et puis on va au marché, et puis on va tôt aussi. Chaque matin, elle livre environ 100 000 francs de poissons sur le marché d'Abidjan. Au lever du jour sur la lagune, le balai des piroguiers débute. Récolte maigre pour Tino ce matin. Ses mâchoirons, il n'en tirera pas grand-chose. Nous mettons le cap sur la ville. Claude est gérant du complexe Canaan. Ce matin, il y a une activité. L'homme est heureux. Comment ça va? Bon, il y a les commandes là pour tout à l'heure, pour 9 h. C'est prêt, ça avance. En 2 ans d'existence, le pont lui a permis d'étendre le local. Le pont a boosté l'activité touristique à Jacquesville, surtout que maintenant on appelle Jacquesville la nouvelle destination touristique des Ivoiriens. Nous sommes en plein travaux, nous agrandissons nos capacités de réception, parce que souvent nous sommes débordés. Et pourtant, sous tous ces airs heureux, les belles plages de Jacquesville n'ont pas que du bonheur. Avec la mise en service du pont, sans commissariat, l'insécurité y a grandi. La mairie, la sous-préfecture et plusieurs structures de téléphonie ont déjà été braquées. Le pont arrange aussi bien les personnes bienveillantes que les personnes malheureusement malveillantes. Pire, le flot incontrôlé de personnes se rendant sur les plages donne souvent scène à des violences et actes d'insalubrité poussés. Il y a du monde qui vient à Jacquesville, mais malheureusement, ce monde-là, les gens viennent d'Abidjan avec leur nourriture, avec leurs boissons, avec leurs glacières, et profitent des plages et ils repartent tranquillement.
À côté de ces notes tristes, des bons points. Dans quelques jours, un foyer de jeunes devrait être inauguré, les clés de la résidence du préfet remises et la mise en service d'un château d'eau est annoncée. Mieux, le lycée professionnel est en réfection. Autant de choses qui donnent d'être confiant pour Jacquesville. Les 8e Jeux de la francophonie vont se dérouler du 21 au 31 juillet 2017 ici à Abidjan. Le pays prépare activement l'événement. Le Comité national des Jeux de la francophonie a désigné la RTI comme radio-télédiffuseur hôte pour la couverture médiatique et sa diffusion dans le monde. La radiodiffusion télévision ivoirienne entend relever pleinement ce challenge. Herman Guivet. La Côte d'Ivoire à l'honneur, Abidjan sous le feu des projecteurs, cerise sur le gâteau, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, désignée par le Comité national des Jeux de la francophonie comme radio-télédiffuseur hôte, RTDH, des 8e Jeux de la francophonie. Ce défi, la RTI entend le relever afin de permettre aux 500 millions de téléspectateurs de ne rien manquer de ce grand événement sportif et culturel. Pour tenir le défi, la direction générale de la RTI ne ménage aucun effort. Direction, la France, Paris, Vidéléo. Objectif, l'acquisition d'un camion de production, de retransmission et d'une régie numérique Fly Haute Définition. Le dernier cri en termes de matériel de production roulant. C'est une technologie de dernière génération qui fait vraiment de la télé. Nous sommes pratiquement dans un système à 3D en fait. Ils sont 4 ingénieurs de la RTI envoyés en mission de formation en vue d'acquérir la maîtrise de cette technologie haute définition sous le regard du directeur général de la RTI. Aujourd'hui, sans les moyens techniques adaptés, il est difficile de satisfaire le téléspectateur qui s'est de plus habitué à avoir des images de qualité avec des chaînes internationales qui disposent de moyens très importants. Donc il est important pour nous de pouvoir avoir le même type d'équipement et en plus de pouvoir former nos collaborateurs. C'est pour ça que je suis satisfait de les voir en train d'être formés pour pouvoir maîtriser cette technologie. Donc je voudrais vraiment remercier les autorités, en premier lieu le président de la République, pour avoir permis d'acquérir ce matériel et garantir que nous en ferons le meilleur usage possible. Prise de contact avec les agents en formation et leurs formateurs. D'accord, vous avez déjà fait la cahier de test et tout ça? Oui, c'est ce qui se déroule. À l'arrière du car, on déploie tous les équipements de plateau. Matériel de pointe, renforcement de capacité pour événements de taille. La radiodiffusion télévision ivoirienne se donne les moyens de se positionner à la hauteur des 8e Jeux de la francophonie, à un événement sportif et culturel planétaire. Dans le domaine de la défense, la cérémonie de manœuvre militaire, l'exercice naval multinational Obangame Express 2017 est à sa 8e édition. Une trentaine de pays y participent. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ici à Abidjan, à la base navale de Lokodjo. Herman Guivet. Des exercices militaires menés par la Marine nationale. Des opérations dirigées depuis des centres de commandement. L'objectif d'Obangame Express est de créer des scénarios réalistes qui reflètent des actes de piraterie survenus par le passé. Durant cet exercice, les centres d'opération maritimes seront confrontés à la tâche difficile de reconnaître spontanément ces actes illicites et de communiquer l'information aux autres centres d'opération maritimes. L'exercice évalue chaque force maritime individuelle à faire des patrouilles dans leur zone économique exclusive, leur capacité à déceler et réprimer les activités illégales. Cet événement participe de la volonté et de la détermination de notre pays à travers la Marine nationale à affirmer notre présence dans les eaux sous juridiction nationale, de veiller à la protection et la sauvegarde des intérêts de l'État en mer. L'opération Obangame Express est financée et encadrée par le commandement militaire des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. Une trentaine de pays participent à ces manœuvres navales internationales, une véritable richesse en termes de partage d'expérience et de renforcement de capacité des marins. Les opérations en mer seront conduites dans le golfe de Guinée. La plus grande couverture à terre sera à Abidjan. Objectif principal de cette opération, garantir la sécurité des biens et des personnes, lutter contre les actes illicites en haute mer. Une note triste dans cette édition. L'ex-chef d'état-major des armées, le général Mathias Doué, n'est plus. Il est décédé ce jeudi à l'âge de 71 ans. Hamza Diaby.
Mathias Doué est mort ce 23 mars à l'âge de 71 ans. Ancien chef d'état-major des armées, il a fait entre 1968 et 1970 les classes préparatoires aux grandes écoles militaires françaises avant d'intégrer en 1970 l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Sorti lieutenant, il suit le cours de perfectionnement des officiers subalternes à l'école d'application de l'arme blindée cavalerie de Saumur. Sa carrière commence véritablement en Côte d'Ivoire en 1973 où il est instructeur à l'école des Forces armées de Bouaké. En 2000, il est élevé au grade de général, nommé chef d'état-major des armées. Mais avant, Mathias Doué a été juge d'instruction près le tribunal militaire de 1976 à 1978, commandant du 1er bataillon blindé d'Akwedo pendant 2 ans, puis commandant du 1er bataillon d'infanterie, du 1er bataillon blindé et des camps militaires d'Akwedo de 90 à 91. En 1992, il est nommé attaché de défense près l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon. En 1995, en République populaire de Chine avec compétences sur la Thaïlande. Entre 1999 et 2000, ministre d'État chargé de la jeunesse et des sports, puis ministre d'État chargé des transports. C'est au Maroc que le 8e chef d'état-major des armées ivoiriennes, grand officier de l'ordre national, décède ce 23 mars 2017. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous dis à demain, 20h.